Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Alors, c'est une première à Cube. Je reçois pour la première fois, en tout cas moi, c'est la première fois, et je vais le décrire pour les gens qui nous écoutent évidemment à la radio. C'est la première fois que je reçois une femme portant le niqab. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi le niqab, ben, c'est vraiment un morceau de tissu qui recouvre la totalité de la tête et une grande partie du corps de mon invité. Je ne vois en ce moment que ses yeux. Bonjour, Mandana Javan. Bonjour. Alors, vous allez faire toute l'entrevue en portant le niqab, peut-être, pour marquer le point. Parce qu'au quotidien, Mandana, vous ne portez pas le niqab. Oh, jamais. Ça a été la première fois que je me suis procurée. Même, je suis née en Iran, puis les années que je vivais là, ça n'a jamais existé, en fait. Je l'ai vu pour la première fois à Toronto en 2003. Parce que vous venez d'Iran. En Iran, le hijab est obligatoire. Je rappelle pour tout le monde que le hijab, c'est un morceau de tissu qui recouvre les cheveux, une partie du cou souvent, mais pas le niqab. Là, c'est pas le visage couvert. Là, en ce moment, vous avez le visage couvert. Ça, c'est plutôt invention depuis 40-50 ans qui a été plus puissant, en fait, sur le plan idéologique des islamistes en Europe et dans les pays occidentaux. C'est dans les pays musulmans, il n'existait pas. Ouais. Puis, si tu me permets, je l'enlève parce que ça manque beaucoup d'oxygène. OK, parfait. Enlève-le. Mandana, enlève-le. Pardon? Ah, voilà. Elle est magnifique. On applaudit, Mandana. Vous êtes absolument splendide. Je suis vraiment, parce que ça manque vraiment d'oxygène. Ça ne doit pas être facile. Alors, voilà. La raison pour laquelle vous êtes là, Mandana, la raison pour laquelle vous êtes là, c'est que vous avez publié sur votre page Facebook le récit de ce que vous avez fait lors du passage d'un événement qui est organisé par Québec solidaire, lors du passage de Jean-Luc Mélenchon. Alors, je vous laisse expliquer ce qui est arrivé et pendant ce temps-là, je vais demander à mon collègue Jean-Philippe, évidemment, de mettre quelques images que vous avez publiées sur les médias sociaux. Oui, en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que depuis mon arrivée au Canada, je me suis rendu compte que dans la vision du monde occidental, surtout le féminisme occidental, il y a certains angles qui sont aveuglés. Alors, les gens, ils ne voient pas. Quand on parle de l'objectification du corps féminin, on a juste deux références. Le premier, c'est les deux religions, judéo-christianisme, qui, en fait, ils disent que le corps féminin est un objet de désir, c'est dangereux, c'est un objet de tentation. Puis, deuxième objectification, ça passe par qui est plus contemporain, ça passe par la pornographie. L'hypersexualisation. Exact, qui n'est pas pour la pureté, objectification par la pureté, mais plutôt par le plaisir. D'ailleurs, ça me fait penser à notre candidat libéral à Longueuil-Saint-Hubert, que malgré nous, les organisations pour les droits de femmes, on a fait des contestations, puis le Parti libéral... C'est un candidat, c'est un peu hors sujet, mais c'est un candidat qui a mis des photos de petites madames très légèrement vêtues sur son compte Instagram. Mais en tout cas, mais on s'éloigne. Oui, alors, c'est ça. Vous faites cette constatation-là. C'est ça. Alors, en Occident, on a juste ces deux types d'objectification-là, mais on ne connaît pas, on n'est pas sensible à l'aspect de, je l'appelle la misogynie particulière qui est caractéristique à l'islam. D'accord. Il y a deux aspects. Premièrement, en islam, le corps féminin, c'est un bien commun. Ça appartient aux frères, aux pères, à la collectivité. Pas juste à la famille. C'est pas juste le mari, les frères, les cousins ou le père. C'est toute la communauté. Et sur ça, j'en ai fait d'autres expériences sociales que je vais lire parce que j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de monde qui ont été intéressés. Je pensais pas. Que je vais expliquer les autres expériences que j'ai entamées. Mais je veux qu'on arrive aussi à cette expérience-ci que vous avez faite. C'est ça. Ouais. Alors, c'est un bien commun. D'accord. Donc, c'est un autre parti de prosélytisme islamique qu'on appelle ça Amr al-Ma'rouf et Nahy al-Munkar. Ça veut dire ordonner à faire le bien et empêcher à faire le mal.
Pourquoi? Parce que le corps d'une femme, comme un bien commun, c'est un champ de bataille idéologique, c'est un drapeau, c'est l'honneur de la communauté. Donc, il faut afficher la supériorité, la suprématie idéologique, politique de la communauté qui passe par là. D'accord. Ça, c'est une chose qui ça n'existe pas équivalent en judéo-christianisme. D'accord. Deuxième chose, c'est qui est sans précédent en Occident, c'est que on fait comprendre aux jeunes filles puis aux femmes que si tu es ambitieuse, si tu es à la recherche de révérence, du pouvoir, ça passe par là. Alors, tu te conformes à ce qu'on s'attend de toi. Je comprends. Et on va te prendre puis on va t'élever. D'accord. Alors, donc, on glorifie les femmes qui portent les voiles. Alors ça, c'est bien le contexte. Exact. Alors, dans le test que j'ai fait, je me suis attardée, en fait, sur ce deuxième aspect-là. D'accord. Mais Mandana, il faut que vous nous expliquiez ce que vous avez fait, parce que sinon, les gens qui nous écoutent n'ont aucune idée de quoi vous parlez. Oui. Alors. En fait, j'ai vu que c'est une des rares occasions qu'on va avoir les militants de gauche radicale au Québec, tous ensemble, réunis à McGill, la première soir, mardi soir, puis deuxième, c'était mercredi avec Québec solidaire. Et c'est la meilleure place pour faire cette expérience sociale-là. C'est lors de la visite de Jean-Luc Mélenchon, qui est ce politicien français à la tête de la France insoumise, LFI. Donc, une première rencontre à McGill, une deuxième rencontre pour Québec solidaire. Oui, à Montréal, deuxième était encore pire parce que c'était une rencontre militante. Moi, j'ai jamais été membre de Québec solidaire. J'avais aucun accès à aucune inscription ou quoi que ce soit. Je me suis dit, je vais aller me déplacer. S'ils ne me laissent pas rentrer, tant pis. C'est pas fait. Donc, vous vouliez à la base aller écouter ce qu'il y avait. À la base, c'était ça. D'accord. Mais l'affaire, c'est que je suis très, très connue là, parmi ces gens-là comme oui, quelqu'un qui est opposant. Voilà, parce que sur les médias sociaux, très souvent, vous vous prononcez sur ces questions-là dans les médias aussi. Donc, au début, je cherchais une affaire pour être invisible, mais après, j'ai pensé que je peux faire ça puis tester l'autre aussi. Je voulais aller vraiment voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Fait que je me suis rendue à McGill, j'avais pas de billet, puis il y avait pas de place, mais j'ai réussi quand même à rentrer. Pourquoi vous avez réussi à rentrer? Bon, je pense que ça a rendu mon apparence, j'ai eu cette impression-là, ça a rendu les gens qui étaient à la porte plus sympathiques envers moi. Hein? D'accord, alors il faut expliquer. C'est donc, vous avez porté le niqab. Donc, alors, je vais vous demander de le remettre juste 2 secondes parce qu'on a un collègue, Martin. Par exemple. Puis même avec ça, vous expliquez que quand vous êtes arrivé sur votre publication, pour vous rendre à l'intérieur, vous avez été capable de passer la file complètement. Ça, c'est le deuxième événement qui n'était pas à McGill, mais deuxième événement, j'arrive à 6h à 6h10, 18h10 sur place, puis il y en avait au moins 400 personnes dans la file. Il faisait froid, on était à l'extérieur, la salle était déjà pleine, c'était des militants du Québec solidaire. Alors, comme d'habitude, je me suis déplacée jusqu'à la fin du fil parce que j'avais oublié que j'ai le niqab. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais je vais essayer ça. Je vais commencer à marcher devant tout le monde, puis regarder les gens. Et c'est sûr et certain, en aucun moment, j'ai pas reçu d'autre que des sourires, là, vous voyez. Puis il y a personne qui m'a interpellée, puis j'ai marché, mais c'était pas une provocation intense non plus. Puis vous ont laissé faire, vous ont laissé rentrer. C'est ça. Alors, je me suis rendue vraiment au début de la file. Donc, vous êtes passé devant tout le monde. Et ce que ça démontre, en tout cas, c'est ce que vous racontez dans votre texte. Je dois dire qu'en fin de semaine, votre texte est devenu viral. Je sais. Il y a même des gens qui ont dit, dimanche, les gens ont dit, c'est la journée Mandana Javan. Alors, donc, encore une fois, pour le bénéfice de mon collègue Martin, qui est là pour vous photographier, je sais que c'est compliqué de le remettre. C'est complexe. Ça m'a pris 2 jours à apprendre comment je vais le mettre, là. Je ne vais pas cacher. Mais en tout cas, c'est ça. J'ai eu cette impression-là. Puis après ça, quand je suis rentrée à l'intérieur, parce qu'il n'y avait pas de siège, fait que les gens, ils se mettaient par terre.
Moi aussi, je me suis mis par terre, mais finalement, il y avait quelqu'un qui a eu la gentillesse de trouver une chaise pour moi. Donc, ce que vous laissez entendre, Mandana, c'est que vous arrivez là, vous n'avez pas de place, vous n'avez pas de billet, vous passez devant tout le monde et la raison pour laquelle on vous laisse passer devant tout le monde, c'est parce qu'on a peur que si on vous empêche d'entrer ou qu'on vous empêche de passer, on va être considéré comme raciste ou islamophobe. Peut-être que je suis pas si catégorique que ça parce que peut-être c'est plus mon côté un peu scientifique, mais moi, c'est pas mon premier test. Hein. J'en ai fait tantôt, je parlais à votre collègue, puis je disais, si c'est si intéressant, je vais commencer à écrire sur mes autres tests aussi. Désolée, c'est que j'espère que ça ouvre la porte et l'intérêt justement de nos scientifiques au niveau de sciences sociales pour qu'ils commencent à faire des tests comme ça. Oui. Parce que l'idéologie islamiste, il présente ces outils-là comme des outils de pouvoir, de domination, des outils... Donc, vous trouvez que la gauche québécoise, j'essaie de comprendre, vous trouvez que la gauche québécoise est trop naïve et qu'elle ne reconnaît pas l'espèce d'arrogance que vous aviez en disant, moi, je porte le niqab, donc je peux passer devant tout le monde, je peux, etc. C'est ça. Et aussi parce que dans les mosquées, quand les imams parlent des bénéfices de hijab, ils disent que c'est un bouclier social. Pourquoi? Je me suis préparée. Hein? Je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui va m'interpeller, je vais dire, mais c'est quoi ton problème? Es-tu islamophobe? Juste pour voir les réactions, mais c'est jamais arrivé. Mais il y a peut-être un malaise aussi. Les gens savaient peut-être même pas comment vous interpeller parce que peut-être que ça crée tellement une grosse barrière sociale que c'est... Je peux-tu dire quelque chose? Est-ce que vous avez ressenti ça comme ça aussi? Oui, peut-être. Mais l'affaire, c'est qu'après, j'étais avec 3-4 gars, puis on s'est mis à parler très normalement. Parce que je voulais justement tester comment les gens y voient ça. Mais je suis certain que si je n'étais pas dans le bastion de la gauche radicale, c'était impossible que les gens me laissent quand même. Oui. En tout cas, Sophie, les gens vivent un malaise. Alors voilà. Donc moi, je veux entendre ça. Voilà. Cybèle, vas-y. Donc, il y a Laura qui nous suit depuis tantôt. Puis au début, quand on vous a vu, elle m'a écrit « Seigneur, Sophie ». Après ça, elle s'est ravisée. Elle a dit « Très belle femme, je suis contente de voir qu'elle a enlevé son voile. » Et dès que tu l'as remis, dès que vous l'avez remis, en fait, Sophie, toi, de ton côté, t'as pas aimé ça du tout, voir ça. Vous l'avez pas vu à la radio, mais ça vient nous chercher en tant que femme. Et Laura nous réécrit finalement « Sophie, mes poils me dressent sur le bras de la voir comme ça. » Clairement, il y a un malaise pour les gens qui nous voient présentement de regarder vraiment l'effacement de la femme, comme tu le dis tellement de fois, Sophie. D'accord. Vous avez été aussi beaucoup attaquée, Mandana. Les gens ont dit pourquoi elle fait ce stunt-là? Qu'est-ce qu'elle veut prouver? Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que vous êtes allé trop loin en faisant ça? Je suis d'origine iranienne. Je suis née sous le régime islamo-gauchiste iranien. J'ai été réislamisée de façon très, très intense à l'école. Je connais très bien ma religion. Je pense que j'ai assez de connaissances et assez de vision pour pouvoir me placer dans cet enjeu-là, puis ça fait depuis des années que je suis militante pour la laïcité. Je veux vraiment sensibiliser les gens sur les enjeux de la laïcité et aussi la souffrance que peut-être ces femmes-là y vivent et tous les arguments derrière que nous, les Occidentaux, peut-être on le connaît pas. Oui, vous nous les avez bien expliqués au début, parce que donc vous concluez votre texte sur les médias sociaux en disant, c'est quand même quelle lumière brute, implacable du pouvoir sociopolitique accordé au hijab et au niqab chez nos militants de la gauche radicale. Et vous demandez comment ces gens-là vont pouvoir défendre la laïcité. Alors, au regard de leur complaisance, merci beaucoup. J'ai très hâte que vous l'enleviez. Merci beaucoup, Mandana Javad. Merci.